Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés et on va parler encore une fois finance. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. On se prépare pour les vacances lentement, mais on va quand même parler un peu argent, un peu plutôt d'intérêt aujourd'hui parce qu'on s'en va dans cette direction-là aussi avec tout ce qui se passe au niveau de la Banque du Canada. Mm-hmm. Au niveau des taux d'intérêt, Pierre-Paul, si on fait un comparatif par rapport à là un an, on a quand même des taux qui ont augmenté considérablement. Ben oui, si on se rappelle, ben là on vient le 7 juin, là, il y a eu la hausse annoncée, on est rendu à 4,75 qui est très, très élevé par rapport à ce qu'on a connu dans les dernières années. Il ne faut pas oublier que le taux de la Banque du Canada, ça c'est le tau qui va aux banques. Le taux qui va aux citoyens, dépendant le type de prêt qu'on change énormément. C'est ça. En fait, ça, c'est le taux qui sert de taux de base aux banques pour après ça déterminer les autres taux qui vont suivre. Donc, le taux pour les différents produits financiers, le taux pour les marges de crédit hypothécaires, pour les taux hypothécaires, tout ça. Donc, ça a un impact direct, ce taux-là, sur tous les autres produits. Et, on comprend, en tout cas, la majorité des gens comprennent que, pourquoi on augmente les taux, c'est pour combattre l'inflation. On se rappelle que l'inflation a atteint un plafond en juin 2022 de 8,1 %, ce qui était très, très, très élevé. Et le but d'augmenter les taux, c'est tout simplement, la Banque du Canada veut ralentir l'économie canadienne. C'est clairement ça. On a vu encore les derniers pronostics, là, le PIB est encore élevé. Donc, le but, c'est de faire baisser l'inflation parce que si l'inflation continue de monter, on se retrouve dans une situation où notre argent vaut plus rien. Donc, on gagne le même dollar et on peut acheter beaucoup moins avec. Donc, c'est très important de contrôler ça. On est vraiment dans une roue, on en parlait tout à l'heure, avant d'ouvrir le micro, qui est dans une mauvaise roue, là, où on augmente les prix, mais pour suivre le marché, les gens veulent avoir des augmentations salariales. À un moment donné, la machine ne marche plus. C'est un cercle vicieux. C'est vraiment ça, cette roue-là. C'est un cercle vicieux. Puis la Banque du Canada se sert des outils qu'elle a. Donc, l'outil, c'est le taux d'intérêt. Mais malheureusement, pour ceux qui ont à renouveler leur taux d'intérêt. Mettons qu'on prend un exemple quand même qui touche beaucoup de gens, si on prend les maisons. Bon, on avait déjà parlé un peu en ondes, là. Les taux variables, les gens l'ont senti au fur et à mesure des augmentations parce que dès qu'il y a une augmentation de taux de la Banque du Canada, là, les banques se rajustent. On se retrouve avec un changement direct. Mais ceux qui sont dans le fixe, eux reçoivent cet impact-là quand vient le temps de renouveler. Et là, les gens se questionnent, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, entre guillemets, de ces hausses-là? Fait que j'aimerais ça parler de quelques petits trucs à ce niveau-là. Ouais. Mais j'aimerais t'amener sur juste une parenthèse à côté. Oui. On va sortir complètement là, mais ces taux d'intérêt-là, ça profite à qui? En fait, ça théoriquement, si on augmentait les taux et que tout suivrait la chose normale, à ce moment-là, les gens placent de l'argent et peuvent faire plus d'intérêt. Donc, le taux directeur, exemple, là, demain matin, tu décides, Denis, d'aller te chercher un CPG. Aujourd'hui, il va être à un taux vraiment plus élevé qu'il était v'là 3 ans. Fait que c'est dans ce sens-là, pour les placements sécuritaires, les gens qui veulent mettre l'argent de façon sécuritaire, il va avoir des bons rendements. On peut avoir du presque du 5 % de rendement maintenant. Là. Donc, l'autre côté de la barrière, donc d'un placement, on a des résultats intéressants qui s'installent là. Dans les placements sécuritaires, bien important, parce que si on a parlé de placement dans notre dernière chronique ou l'autre d'avant, c'est sûr que si on parle des actions en bourse ou qu'on parle de d'autres produits qui fluctuent, c'est pas un impact qui est direct parce que on se comprend si on achète une action d'une compagnie et que cette compagnie-là est hautement financée, elle a beaucoup d'endettement, on se retrouve dans une situation où son endettement lui coûte cher, sa marge de crédit à cette compagnie-là lui coûte cher, ses placements lui coûtent cher, ses prêts lui coûtent cher. Et donc, cette compagnie-là peut avoir des difficultés financières qui vont amener à la baisse le coût d'action. Inverse, oui. Donc, les gens vont moins vouloir cette action-là parce que la compagnie est à risque. À l'inverse, une compagnie qui est très peu endettée, qui est financée beaucoup par l'avoir de ses actionnaires, cette compagnie-là va moins avoir de paiement de dette qui va fluctuer, donc peut devenir plus intéressante. Donc, dépendamment de comment ces compagnies-là sont structurées, ça peut avoir de l'impact. Donc, à la base, c'est là que ça peut profiter à quelqu'un qui veut des placements sécuritaires, mais en fait, le taux d'intérêt de la Banque du Canada, c'est un taux directeur qui dirige l'objectif principal qui est de baisser l'inflation, tout simplement. OK.
Bon, on est dans ce mood-là en ce moment. Oui, exactement. Donc, les gens, ce qu'ils peuvent faire, au niveau de l'hypothèque, là, je veux parler simplement de ce bout-là pour commencer, c'est sûr que les gens peuvent se questionner, est-ce que ça vaut la peine d'allonger l'hypothèque? Hein, on arrive au renouvellement, il nous reste, exemple, 10 ans à payer sur notre hypothèque. Ouais. Si on renouvelle, on regarde les différents taux, on dit, boy, ça va me coûter cher, peu importe si je prends du variable, du fixe 5 ans ou peu importe. Il y a des gens qui peuvent faire le choix d'allonger leur hypothèque, de la mettre sur plus longtemps. Et là, c'est bien sûr, ça va dépendre de notre âge, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire, ça va dépendre si on a l'intention de vendre notre maison, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais c'est quelque chose à avoir en tête parce que de prendre une hypothèque sur 10 ans et de la remettre sur 25 ans, ça peut alléger à court terme le fardeau du paiement. On se comprend qu'on paye un taux d'intérêt quand même, mais on va le payer. Oui. Vu qu'on paye du capital sur plus longtemps, on vient baisser notre paiement. Donc, ça a l'avantage de baisser notre paiement, mais ça a le désavantage qu'on va payer de l'intérêt sur plus longtemps. Donc, si on fait ça et qu'on a éventuellement une baisse des taux, là, il faut encourager les gens à reprendre le retard et rembourser plus rapidement cette hypothèque-là, notamment au renouvellement. Fait que ça, c'est une des options. Mais la question que je vais poser, si on prend sur 10 ans, puis dans 3 ans, les taux d'intérêt baissent considérablement, de casser l'hypothèque, comme on dit, et de retourner dedans, ça risque de nous coûter quand même des frais importants. Ça vaut peut-être la peine de le faire, dépendant des taux d'intérêt. C'est ça, il faut le calculer, il faut regarder nos pénalités. Puis là, je parle pas non plus de casser son taux actuel, je parle de quand on arrive au renouvellement. Oui. Tu sais, exemple, si j'arrive au renouvellement dans 1 an, je me questionne, est-ce que je renouvelle à court terme, à long terme? Et là, je peux décider de... Exemple, prendre de l'argent, qui est une autre option, dans les placements et de payer une grande partie de mon hypothèque. Hein? Avant, exemple, quelqu'un qui a une hypothèque qui payait du 2,5 du 3 et qui avait des placements de l'autre côté, peut-être qu'il faisait le choix de laisser son hypothèque, de ne pas payer plus rapidement son hypothèque. Oui, effectivement. Alors que de l'autre côté, là, présentement, si on a le choix de payer du 5-6 de notre hypothèque, ça peut être intéressant à ce moment-là de prendre des placements, de les sortir et de payer notre capital sur notre... Et donc, notre renouvellement se fait sur un montant plus bas, ce qui est une autre option aussi. C'est sûr que quand on fait ça, il faut vraiment se questionner sur l'impact fiscal. Hein. On a parlé des régimes dans une autre chronique, les REER, les CELI, les placements non enregistrés. Si on retire certains types de placements, qu'en les retirant, on se retrouve avec l'impact fiscal. Donc, faut le réfléchir comme il faut si on choisit cette option-là. Quand on arrive au renouvellement aussi, quelque chose que je suggère toujours à mes clients, que malheureusement trop peu de gens font, c'est de magasiner son taux. Ce que je suggère minimalement pour les gens qui veulent pas trop faire d'efforts de magasiner à toutes les banques, c'est d'aller à leur institution à eux, donc leur institution qui les connaît, parce que souvent on va avoir un bon taux à notre institution, il y a un meilleur historique de notre vie. Et aussi, en parallèle, de faire la demande auprès d'un courtier hypothécaire. Donc ça permet un courtier hypothécaire de regarder le marché de la très grande majorité des prêteurs et de choisir les taux d'intérêt qui vont être le plus avantageux selon la durée qu'on veut. Donc, de magasiner son taux, quelque chose de très important. Et donc, se questionner, évidemment, le dernier truc, c'est se questionner sur la fameuse durée. Est-ce qu'on va se fixer ça 5 ans? Est-ce qu'on va se fixer ça 1 an? Est-ce qu'on va prendre du variable? Et ça, il y a pas de réponse magique. La seule réponse qui peut avoir l'air magique, c'est que historiquement, le variable, les gens qui prennent du variable vont toujours payer moins, historiquement, parce que on profite toujours des taux plus bas. Et là, je dis toujours, c'est un grand mot, mais de façon générale, ce qui fait que quand on regarde les moyennes, le taux variable, c'est ce qui fait qu'on paye moins. Par contre, le gros désavantage, c'est que quand on est sur du variable, les gens le voient présentement, il faut être capable d'absorber la fluctuation d'intérêt. C'est pour ça, encore une fois, que quand les gens se prennent une hypothèque sur 25 ans, moi, je leur suggère toujours de faire une estimation de 3 à 5% de plus que l'hypothèque qu'ils prennent au moment où ils achètent leur maison. Donc, si on achète une maison et au moment où on l'a acheté, c'était du 3,5, on aurait dû faire l'exercice de, OK, mettons que c'est du 8,5. Est-ce que je suis capable de me payer cette maison-là? Si la réponse est non, peut-être que la maison est trop chère. Ou peut-être qu'on n'a pas assez donné de cash sur notre maison. C'est pour ça que le fameux 20% pour ne pas avoir besoin de la SCHL devient très, très important. Plus qu'on se finance en grosse partie, plus qu'on a besoin de la SCHL, plus que notre taux d'intérêt va être élevé parce que ça crée une augmentation artificielle du taux d'être avec la SCHL. Et donc, de donner un gros cash, c'est quelque chose de très intéressant. Et si on n'est pas capable d'absorber une fluctuation des intérêts, notre maison est trop chère. Et le chiffre magique pour la maison que je dis toujours aux gens,
40% du net. 40% du net, là, ça devrait être le maximum qu'on met sur notre logement. Et ça, il faut compter le paiement de l'hypothèque, le paiement des marges de crédit hypothécaire, si on en a. Il faut compter l'entretien de la maison. Il faut compter les réparations de la maison. Il faut compter les taxes, les assurances, tout ce qui touche la maison. Donc, c'est quand même plusieurs questionnements et puis plusieurs choix que les gens qui choisissent d'être d'avoir leur propre maison, résidence, exactement, ont à être confrontés. Puis c'est ces choix-là qu'il faut faire. Puis c'est pas des choix nécessairement faciles toujours. Non, puis quand on parle de 40% du net, les gens vont dire, ouais, mais moi, en appartement, je paye X montant, par exemple, parce que les appartements sont rendus extrêmement dispendieux. Oui, là. On va chercher un appartement pour 1200$ par mois. Ouais. C'est quand même important sur un budget, là. Oui, mais les gens oublient des choses majeures quand ils font ce calcul-là. Parce qu'un loyer, on n'est pas responsable s'il y a un bris. On n'a pas les mêmes responsabilités qu'une maison. On n'a pas les taxes, l'entretien, les réparations, le coût, évidemment, en intérêt. Donc, oui, on peut se créer un actif à long terme, mais de façon très majoritaire, si l'argent qu'on sauve en étant à loyer par rapport à payer du capital d'intérêt et de l'entretien sur une maison, l'argent qu'on sauve si on la place et qu'on fait des bons rendements, être à loyer va toujours être moins cher qu'avoir une maison. Et ça, les gens n'aiment pas ça parce que on aime ça se créer des besoins. Puis on aime ça, avoir une autonomie, d'avoir une maison, puis d'avoir notre couple, d'avoir nos choses, puis c'est bien parfait. Mais il y a un coût à ça que les gens mentalement essayent d'ignorer. Et ce coût-là, c'est qu'une maison. Ça coûte plus cher qu'un loyer. Oui, dans les faits réels. Il faut en avoir une pour le savoir, d'ailleurs. Oui. On a parlé des taux d'intérêt. Là, c'est dommage parce que c'est la dernière fois qu'on se parle avant les vacances estivales. On va être de retour après. Oui. Grosso modo, ce qu'on peut dire cette année, là, les taux d'intérêt, Pierre-Paul, est-ce qu'ils ont poussé des gens vers le syndic plus que les autres années? Bien, c'est sûr que je le vois dans mon bureau, mais ce qu'il faut savoir, il faut se rappeler tout le temps, là, c'est que les gens attendent typiquement entre 3 mois et 1 an avant de consulter un syndic. Okay. Ce qui fait que les gens vivent avec de la souffrance financière un peu trop longtemps avant de nous appeler. Ce qui fait que présentement, le nombre de dossiers est pas encore, tu sais, comme on en a parlé, des fois que des statistiques sortent, on s'en parle. Le chiffre n'a pas encore rattrapé les chiffres pré-pandémiques. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon bureau, j'ai beaucoup de rencontres de gens inquiets. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des planifications parce que les gens sont un peu plus sensibilisés au fait de venir nous voir en prévention. Ça l'aide. C'est merveilleux, ça. Et je rencontre énormément d'entreprises. Et ça, les entreprises, souvent, c'est précurseur des individus, parce que les entreprises, présentement, ont de la difficulté. Les entreprises, présentement, on fait des redressements, on fait des négociations avec les créanciers. Et il y a plusieurs de ces entreprises-là que je rencontre qui sont en train de planifier la fermeture et éventuellement la faillite. Donc, ces chiffres-là vont monter, c'est sûr, parce que je les rencontre dans mon bureau. Mais avant de déposer une faillite commerciale, typiquement, on essaye autre chose. Et le temps que les gens ramassent leurs documents, fassent les démarches qu'ils ont à faire pour se structurer, des fois, ça va prendre 6 mois, 1 an. Et les gens, souvent, quand ils viennent dans mon bureau, il y a comme une pression qui baisse des options puis des solutions. Donc, des fois, ils se mettent pas en action assez rapidement, ce qui fait que ça allonge tous ces délais-là. Donc, moi, je vous dirais qu'à l'automne, on devrait voir beaucoup de faillites commerciales, ce qui va faire que, la hausse des taux, le fait que, s'il y a plus de faillites commerciales, c'est que des gens qui perdent leur emploi. C'est ça. Il y a une conséquence à une faillite commerciale. C'est ça. Et ce que je ressens dans mon bureau, ça doit être partout ailleurs aussi. Donc, faut s'attendre à ce que les dossiers commerciaux augmentent et éventuellement par la suite que les dossiers consommateurs augmentent. Moi, mon pari avec tout ce qui s'est passé, c'était qu'on allait rattraper et dépasser les chiffres pré-pandémiques, mais de façon raisonnable, dans le sens où il y a eu tellement moins de dossiers de consommateurs qui s'est déposés depuis 2020 que c'est juste normal qu'on rattrape parce qu'il y a des gens qui ont vécu plus longtemps sur le respirateur artificiel financier. Donc, c'est normal qu'on rattrape les chiffres pré-pandémiques et qu'on les dépasse parce que comme on l'avait dit précédemment, il y a eu une croissance pendant 20 ans des dossiers d'insolvabilité. Pourquoi ça a coupé de moitié tout d'un coup avec la pandémie puis que ça n'a pas remonté? C'est artificiel, ça. Ouais. Ça va continuer de se faire. Les gens ne dépensent pas moins. Donc, on va rattraper ça. Mais à court terme, on n'est pas encore rendu là. On devrait se rendre dans les prochains mois à rattraper ces chiffres-là, par contre. Ça va être vraiment un dossier intéressant à suivre et on va dire intéressant, mais malheureux un peu parce qu'on ne souhaite pas aux gens d'avoir des problèmes financiers. Non, puis mais ce qui me réjouit présentement, c'est que, comme j'avais dit, un des objectifs de mon cabinet, c'est de baisser le nombre de faillites de propositions, puis à date, on réussit à le faire. C'est génial. C'est beaucoup moins de gens qui viennent me voir, qui doivent signer un dossier, parce que, d'un, ils viennent me voir plus vite, et de deux, on a une préoccupation très, très importante en étant le seul syndic en Abitibi-Témiscamingue, on a à cœur la santé financière des gens, puis on veut donner de la formation, fait qu'on est près des organismes communautaires, beaucoup plus, on est près du CIS, on essaie de se faire connaître des intervenants qui
côtoie ces gens-là qui ont des difficultés parce qu'ils vivent une séparation, parce qu'ils vivent sur l'aide sociale, puis ont de la pauvreté là, de façon chronique. Donc, on est près de ces gens-là, fait que ça nous permet d'être un peu plus en prévention, puis de les aider à s'en sortir. Donc, j'espère qu'on va faire, on va faire de l'Abitibi quelque chose de particulier si on va se comparer ailleurs au Québec. C'est souhaitable. Puis Paul, on donne des coordonnées, c'est déjà tout le temps qu'on a. Oui, donc le 1844 Lacase pour nous appeler. Les gens peuvent nous joindre sur notre site internet aussi, lacasesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre Facebook aussi pour aller voir nos chroniques, Lacase et Associés. Donc, ils peuvent aller écouter là, toutes nos entrevues qu'on a faites. On doit en avoir fait 25-30 là, depuis. Et sinon, on avait posté aussi des vidéos avant de faire ces chroniques-là. Donc, cet été, vu qu'on est en congé, on va sûrement se remettre à faire quelques petites vidéos pour notre site aussi. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Ça fut vraiment extrêmement agréable. Merci, Denis.